Bienvenue sur cette vidéo, mesdames. Si vous êtes aujourd'hui ici, c'est parce que vous avez plus de 30 ans et que ça fait plusieurs années que vous cherchez l'amour, mais que vous ne trouvez pas un homme qui est prêt à s'investir. Ça fait plus de 5 ans, voire une dizaine d'années que vous ne trouvez rien. Soit parce que vous tombez sur des hommes qui ne veulent pas s'engager ou ils veulent juste coucher, donc ça ne matche pas, vous n'y arrivez pas, vous préférez laisser tomber, ou bien vous vous mettez avec des hommes qui, au premier abord, vous avez l'impression que tout se passe bien, mais au fil de la relation, au fil des années, au fil des mois, vous ressentez un jeu de pouvoir, de manipulation. Vous avez l'impression qu'il y a une atmosphère toxique qui s'installe, un rapport toxique, et donc ça ne marche pas parce que c'est une relation qui vous épuise, qui est émotionnellement drainante, qui vous fatigue et qui vous met dans un état d'anxiété, de stress, donc ça ne sert à rien, vous abandonnez. Et donc vous n'arrivez pas à trouver une relation stable et vous n'arrivez pas à, ou bien vous trouvez une relation mais vous n'arrivez pas à la construire parce que les bases ne sont pas solides. Et vous avez également probablement déjà testé des techniques que vous avez vues sur internet, essayer de jouer la femme plus séductrice, jouer sur votre apparence beaucoup plus féminine, essayer de jouer la femme beaucoup plus mystérieuse, on ne sait pas ce que vous voulez, on ne sait pas trop quel est votre passé, garder des choses cachées. Ou bien vous avez aussi essayé d'être beaucoup plus détaché, donc vous détacher de vos émotions pour ne pas vous impliquer émotionnellement et ne pas être blessé émotionnellement. Ou bien la technique du silence radio et d'autres et plein d'autres techniques que vous pouvez voir sur internet, mais malheureusement rien n'a fonctionné et donc vous en êtes au point où vous vous dites il faut réellement que je change de l'intérieur puisque toutes ces techniques extérieures ne fonctionnent pas, il faut que je me reconcentre sur moi. Vous en êtes là et vous avez bien fait de venir sur cette vidéo parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir vous aider à trouver l'amour. Et je vais parler rapidement de mon histoire. Donc moi j'ai vécu la même situation que vous. Donc pendant plusieurs années, je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas avec moi, pourquoi je ne trouvais pas, pourquoi je tombais sur des hommes uniquement qui voulaient juste coucher, qui voulaient juste s'amuser, ou bien des hommes toxiques qui avaient un rapport bizarre. Et je me suis posé beaucoup de questions pendant plusieurs années. Je faisais des rencontres où je tournais en rond, ça ne menait à rien. Et finalement, j'ai fini par me reconcentrer sur moi-même, en comprenant que, en fait, je suis le reflet de ma relation. En fait, la relation n'est qu'un miroir de moi-même, de qui je suis. Donc, si je change, je suis en mesure de changer mon environnement et de changer l'état d'esprit des personnes qui m'entourent, y compris les relations amoureuses, comme les relations professionnelles, comme les relations amicales, toutes les relations dans ma vie. Donc je me suis concentrée sur moi et c'est à partir de ce moment que j'ai pu trouver quelqu'un. Et vous allez demander où est-ce que je l'ai trouvé? Bizarrement, je l'ai trouvé sur Tinder. Tout a changé lorsque j'ai compris en réalité qu'il ne fallait pas chercher l'homme idéal, mais qu'il fallait le créer, qu'on avait la capacité de le créer. Mais comment? En changeant soi-même, puisque lorsque on change soi-même, on est en mesure de changer l'environnement dans lequel on est et que les personnes changent leur attitude vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'on peut créer une relation de confiance, une relation épanouissante avec les personnes qui nous entourent. Et ça vaut et pour la vie professionnelle, pour la vie amoureuse, pour la vie amicale, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre vie. Mais pour ça, il faut développer des compétences émotionnelles. C'est la différence entre les techniques et les compétences. Les compétences, on les garde à vie et on peut les utiliser dans n'importe quel type de situation. Or, les techniques, elles fonctionnent, mais c'est souvent éphémère et on ne sait pas quand les utiliser. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, on se reprend tout à la figure. Donc ça nous revient comme un boomerang. Donc on ne peut pas compter là-dessus, il faut réellement changer. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette masterclass. Dans cette masterclass, on va apprendre à reprendre le contrôle, à se sentir puissante et contrôler sa vie amoureuse. Donc au lieu d'attendre qu'un homme nous sauve, il faut d'abord être complète soi-même. Donc on va apprendre à être heureuse déjà par soi-même pour ensuite être en capacité de créer un environnement dans lequel l'homme avec qui on va qu'on va rencontrer et avec lequel on va vouloir faire notre vie puisse également être heureux et créer un climat de confiance, créer un climat épanouissant, puis pour avoir une vie amoureuse tout simplement épanouissante également. Imagine que au lieu d'être toujours confuse,
te sentir perdu dans la relation, ne pas savoir ce qu'il ressent, ne pas savoir ce qu'il veut, qu'il y ait beaucoup de confusion, de malentendus. Imagine que cette fois-ci, tu réussisses à transformer tous les conflits en opportunité de renforcer non seulement votre connexion, mais également d'instaurer encore plus un climat de confiance, d'être beaucoup plus épanoui, de savoir à chaque étape qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Imagine que tu as cette confiance en toi et que tu sais déjà à l'avance ce que tu dois faire. Tu te sens en confiance, tu ne te sens plus perdu. Grâce aux compétences émotionnelles dont je vais te parler dans cette masterclass, c'est possible. Et ça va te permettre non seulement de trouver un homme prêt à s'investir et prêt à créer une relation stable et durable, mais également toi aussi à changer, à te sentir mieux dans ta peau. L'objectif, c'est de bâtir une relation basée sur les 3 piliers essentiels selon moi, qui sont la paix de l'esprit. Vous devez toujours vous sentir sereine, sans stress. La deuxième, c'est l'alignement, donc avoir une vision commune, et aussi l'épanouissement, c'est-à-dire grandir ensemble. Vous devez avoir une croissance personnelle partagée. Vous devez grandir tous les deux. La première phase, ça va être de changer vos interprétations. C'est la phase la plus importante, la plus cruciale, parce que c'est ça qui va vous permettre de correctement gérer vos émotions. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre l'ascenseur émotionnel, vous serez beaucoup plus stable émotionnellement. Et comment faire ça? Pour faire ça, il faut comprendre le schéma des pensées. Et le schéma des pensées, il se passe en 4 temps. Dans un premier temps, vous avez un événement qui arrive, qui se produit. Exemple, vous êtes sur un site de rencontre, vous discutez avec un homme sur « adopte un mec » et tout d'un coup, vous étiez en train de discuter correctement, mais finalement, il arrête toute discussion avec vous, donc vous n'entendez plus parler de lui. Donc ça, c'est l'événement. Ensuite, en second temps, vous interprétez l'événement. Et dans ce cas-là, si vous avez l'habitude de penser que tous les hommes qui arrêtent de vous parler n'ont aucun intérêt en fait pour vous, ou veulent juste vous manipuler, ou sont avec des autres femmes, ça va être votre interprétation. Et en troisième temps, ça va générer des émotions en vous. Donc ça va vous générer du stress, de l'anxiété. Vous allez penser que en fait, vous êtes une fille qui n'est pas assez bien pour lui. Vous allez vous sentir anxieuse, malheureuse, et ça va générer ensuite une action. Et cette action, elle va être beaucoup plus impulsive, elle sera impulsive. Peut-être que vous allez être en colère, donc vous allez tout de suite le bloquer. Vous allez bloquer cet homme ou bien vous allez supprimer totalement, désactiver votre compte. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc à chaque fois que j'étais sur un site et que ça n'allait pas comme je le voulais, comme je l'espérais, et que j'avais de mauvaises interprétations, donc je ressentais de mauvaises émotions, tout de suite, je me disais que c'était le site, que c'était les hommes, c'était ceci, et donc je supprimais immédiatement le compte, je le fermais, et par la suite, une fois que mes émotions négatives repartaient, que j'arrivais à retrouver une stabilité émotionnelle, là je recréais le compte, et donc je recrée, je supprime, je crée, je supprime, et je tourne en rond. Donc c'est très important de comprendre ce schéma pour comprendre qu'en réalité, pour modifier ces émotions négatives en émotions positives, il ne faut pas simplement les stopper. Parce que pour la plupart, moi aussi j'ai essayé, j'essayais la méditation, être beaucoup plus détendu, donc méditation, faire du journaling, et il y a aussi des exercices de relaxation. J'ai beaucoup lu, donc beaucoup vu aussi sur des blogs ou bien sur internet, mais malheureusement ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en réalité, il était déjà trop tard. Quand on ressent une émotion négative, ça veut dire qu'il est déjà trop tard parce qu'on ne peut pas la contrôler. On ne peut pas contrôler ses émotions. Et je dis pas ça parce que c'est forcément inutile, ce n'est absolument pas inutile. Mais dans le cas dont je vous parle, pour modifier totalement ces émotions, ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est modifier avant tout vos interprétations. Donc modifier ces interprétations, ça veut dire modifier ses croyances profondes. Et les croyances profondes, on les a de 2 façons quand on est jeune, quand on est petit, pendant l'enfance. Soit il y a la cellule familiale d'un côté, donc ce que vous avez appris en voyant vos parents, en voyant vos frères et sœurs, en voyant par exemple les tantes, les grands-parents qui venaient à la maison, comment vous viviez ensemble. Et pour la plupart, je sais que on a appris que c'est normal dans un couple de passer son temps à crier,
de jeter des verres sur la table, de s'engueuler, de crier, et surtout que finalement c'est normal si la passion s'éteint au bout de 2 ans. C'est normal les disputes dans un couple. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a tous grandi avec cette croyance-là, notamment grâce à cause de la cellule familiale, mais aussi l'environnement, la culture, l'environnement culturel dans lequel on vit. Donc comment vous avez grandi, dans quelle école, l'environnement éducatif, et aussi ce que vous avez vu à la télé, les films, les séries. On est exposé en fait à différentes croyances à chaque fois, même quand on discute dans la rue avec quelqu'un, quand on va manger avec quelqu'un, un ami, etc. On échange et donc on est confronté à d'autres croyances. Et donc pendant toute notre jeunesse, on a passé notre temps à accumuler, à prendre en compte toutes ces croyances sans créer nos propres croyances. Et c'est ça qui est dangereux. C'est qu'on n'a pas, personne, je pense que si vous êtes là, c'est le cas, vous n'avez jamais pris le temps de vous poser, de faire une introspection sur vous-même pour savoir quelles étaient réellement vos croyances, en quoi vous croyez réellement, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes. Et ça, c'est dangereux parce que finalement, vous n'avez pas réellement d'identité et donc vous vous laissez un petit peu balader, guidé par le vent, à gauche, à droite, par des croyances d'autres personnes qui ne sont pas forcément alignées à qui vous êtes. Donc c'est très important de prendre le temps de s'asseoir et de chercher à comprendre qui vous êtes profondément. C'est dangereux dans le sens où les croyances externes peuvent devenir toxiques. Et toxiques pour nous-mêmes et pour les autres. Nous-mêmes dans le sens où, comme je vous ai dit, on va ressentir des émotions négatives, donc ça va créer du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. On va peut-être faire des insomnies, on va peut-être mal manger. Et également un danger pour les autres. Parce que lorsque on est dans un état émotionnel négatif, on est dans l'instinct de survie. Donc on veut absolument survivre. C'est comme si je pense que vous avez tous vu des films apocalyptiques, donc comme World War Z, 2012, etc. Dans tous ces films, vous voyez que quand les gens sont dans la peur, sont dans la crainte, essayent de survivre, ils ne pensent plus au prochain. Je me souviens d'une scène dans World War Z où il y avait une petite fille qui voulait manger, je pense qu'elle voulait manger, et le monsieur ne lui a pas donné à manger en fait, parce qu'il pensait à sa propre survie. Or, en temps de non-guerre, en temps calme, c'est logique, c'est naturel de donner à son prochain, de partager. Mais dans ces moments-là, on pense qu'à soi. Et c'est ce qui se passe quand on a des émotions négatives. On pense tellement à soi, à sa propre survie, qu'on est prêt à arracher aux autres en fait. On devient une sangsue, on devient un danger, on devient beaucoup trop narcissique et obnubilé par notre propre personne, par notre survie. Donc c'est dangereux. Il faut vraiment gérer ça pour pouvoir être dans l'abondance et pouvoir apporter aux autres. Être beaucoup plus calme, ça vous permet d'être proactif au lieu d'être réactif dans la réaction et ne pas réfléchir à vos actions. Donc ça va vous permettre de devenir indestructible dans le sens où vous ne serez plus esclave de vos émotions. Et moi je l'ai été pendant très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui gères ta vie, mais c'est la vie qui te gère par tous les vents, parce qu'il se passe un truc, il y a une facture qui arrive, il y a ceci qui arrive. L'autre jour, on m'a pris ma voiture. Si j'avais pas cet état d'esprit, j'aurais commencé à paniquer, j'aurais commencé à dire « mais non, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Or, non, c'est la vie. La vie, de toute façon, est dure. Il va se passer des choses que vous ne voulez pas qui se passent, en fait. Il va se passer des choses qui seront pas forcément à votre avantage. Et ça fait partie de la vie. Il faut s'y attendre et il faut l'accepter. Mais le problème, c'est que lorsqu'on ne gère pas ses émotions, on est toujours angoissé. Et on est contrôlé. On a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur sa vie. Donc ça va vous permettre de reprendre le contrôle, de remaîtriser votre environnement au lieu de vous faire maîtriser par l'environnement extérieur. Donc c'est la première étape, mesdames. Maintenant, la phase 4, la phase de rencontre. Donc cette phase, elle se passe en 3 temps. Premièrement, il faut définir l'homme que vous recherchez. Deuxièmement, vous créez un profil sur un site de rencontre. Et troisièmement, vous engagez des discussions, des conversations tout simplement. Donc dans la première phase, définir l'homme que vous recherchez. C'est très important de savoir qui est-ce que vous recherchez. Quels sont vos critères stricts, donc sur lesquels vous ne pouvez pas revenir, et les critères laxistes sur lesquels vous pouvez revenir, même si cet homme ne correspond pas à ces critères-là, c'est pas grave. Et pour avoir ces 2 critères-là, stricts et laxistes, il est très important d'avoir déjà bâti des fondations solides. C'est-à-dire que la première partie, vous savez qui vous êtes. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur votre personnalité,
travailler sur vos valeurs, qui vous êtes en tant que personne. Puisque si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez, ce que vous recherchez dans une relation, ce que vous recherchez chez un homme. Donc, concernant les critères stricts, ça peut être les valeurs, ça peut même être des critères physiques. Il y a certaines personnes, certaines femmes qui ne veulent pas être avec un homme plus petit qu'elles. Mais il faut savoir déjà, comme j'ai dit, qui vous êtes. Donc, est-ce que ce sont des valeurs, des croyances qui ont été inculquées par la société, par la famille, ou si c'est les vôtres? Il faut absolument que ce soit les vôtres. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Donc, une fois que vous avez décrit vos croyances personnelles, vos croyances profondes, là, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment chez un homme et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et vous pouvez aussi, ça vous permet aussi d'avoir une idée réaliste. Parce que vous ne pouvez pas dire que je veux Christian Grey, je veux Brad Pitt. Ça va vous éviter d'avoir des rêves d'idéaliser l'homme. Donc, de voir un homme qui est peut-être, qui n'existe pas en fait. Vous devez être réaliste. Et donc, en étant réaliste, vous allez pouvoir trouver l'homme qui vous correspond. Et n'oubliez pas que, en réalité, c'est un partenariat. Donc, que vous allez créer une nouvelle entité. Donc, votre homme et vous allez créer une nouvelle entité. Donc, il faut parfaitement que vous soyez en symbiose. Mais, comme on dit, en évoluant avec le temps, avec l'âge, c'est possible que, il y a vous ayez une différente vision du monde tous les deux. Peut-être que certains critères qui avant étaient stricts peuvent devenir un peu plus laxistes, et inversement, il y avait certains critères qui étaient plus laxistes, maintenant vous allez être beaucoup plus strict avec ces critères-là, vous allez dire il faut absolument cela, mais ça c'est pas grave. Avec le fil du temps, si vous développez les compétences dont je vais vous parler par la suite, ce sera possible, même en ayant une vision un peu différente ou des valeurs un peu différentes, certaines valeurs bien sûr différentes, c'est quand même possible de vous regrouper, de créer une vision commune, d'avancer ensemble main dans la main. C'est possible avec les compétences dont je vais vous parler. Mais quand même, au début, c'est super important d'être en symbiose, de visualiser votre couple dans 5 ans, dans 10 ans, de voir quel homme je veux. Ça va vous permettre de pouvoir faire des rencontres beaucoup plus fluides, sans stress, puisque vous serez totalement aligné et il correspondra à vos critères. Puisque comme je l'ai dit, le critère le plus important dans une relation, et même pour faire des rencontres, c'est la paix. Vous voulez la paix de l'esprit, vous ne voulez pas être stressé, vous ne voulez pas être désaligné, vous sentir un peu anxieuse. Donc c'est très important. Comprenez que vous devez être fier. Dites-vous, est-ce que je serais fière d'être avec cet homme ? Non seulement pour marcher dans la rue avec, si vous marchez main dans la main avec cet homme-là, que tout le monde vous voit autour, que vous allez au restaurant avec lui, vous allez dans un magasin pour acheter quelque chose, ou vous allez peut-être au cinéma avec lui, est-ce que vous serez fier qu'on vous voit avec cet homme? C'est un facteur très important. Et est-ce que vous serez fier de le présenter à vos parents? Bonjour maman, voici cet homme, il fait ça dans la vie, il fait ci, il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que vous serez fier? Est-ce que c'est important pour vous le statut? Est-ce que c'est important pour vous les finances? Pour certaines personnes, pour certaines femmes, ça n'a aucune incidence, vous vous en fichez, mais pour d'autres, ça vous pourra paraître bête, mais pour d'autres personnes, c'est très important. Donc c'est pour ça que je le précise, puisqu'on n'a pas la même vision du monde, on n'est pas pareil, on n'est pas tous pareils, on est tous uniques et c'est bien, mais il faut que je le prenne en compte. Donc si ça vous tient à cœur, il faut savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur et qu'est-ce qui vous permettrait d'être fier d'être avec cet homme. Donc ensuite, il va falloir créer un profil sur un site de rencontre. Maintenant, comment choisir son site de rencontre? Ça sert à rien de se prendre la tête puisque ce n'est pas le site de rencontre qui va faire en sorte que vous allez trouver l'homme idéal. Même si vous avez peut-être une de vos copines qui a trouvé peut-être sur Meechick, ça ne veut pas dire que vous allez trouver forcément sur Meechick. Même si elle a trouvé sur Adopt, peut-être que vous ne trouverez pas sur Adopt, mais sur un autre site. Donc peu importe le site, ce qui compte, c'est vous. Donc vous devez choisir le site avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc le site que vous utilisez déjà en fait, avec lequel que vous connaissez, avec lequel vous avez le plus confiance, avec lequel vous avez l'habitude donc de fonctionner. Donc vous vous inscrivez sur le site que vous connaissez déjà. Ce sera beaucoup plus simple. Ça va éviter du stress inutile, de redécouvrir un nouveau site, etc. Sachant que on n'est pas là pour rencontrer 1 milliard d'hommes. On est là pour trouver uniquement l'homme avec qui vous allez construire un avenir solide, un avenir épanouissant, avec lequel vous allez vouloir fonder un foyer. Donc ne vous éparpillez pas, ne vous dispersez
inversez pas, il y a des choses qui comptent et il y a des choses qui ne comptent pas. Le site en lui-même ne compte pas, ce qui compte c'est vous et comment vous allez vous montrer, vous présenter. Donc une fois que vous êtes inscrite sur le site, vous allez devoir créer un profil. Et ce profil doit être en totale cohérence avec l'homme que vous avez visualisé. Puisque tout à l'heure, on a vu qu'il fallait déjà visualiser avec quel homme vous souhaitez être. Une fois que vous avez ça, vous savez quel profil vous devez faire. En termes de photos, ne vous prenez pas la tête, 2 photos c'est suffisant. Donc une photo en portrait, où on voit votre tête, votre visage, puisque c'est ça qui va permettre à l'homme de savoir qui vous êtes, de pouvoir aussi se projeter avec vous. Et une photo où on voit votre silhouette, où on voit un peu plus sur vous. Il ne faut pas mentir, ça c'est très important, il faut rester quand même authentique. Donc ça sert à rien de s'inventer une vie, de vouloir faire la fille qui va tout le temps au restaurant, qui est ceci, de vous préparer spécialement pour cette photo. Non, vous le prenez dans la vie de tous les jours. Donc si vous êtes parti au restaurant avec une copine, vous êtes apprêté, c'est l'occasion, vous lui demandez de vous prendre en photo. De vous prendre en photo de votre visage ou en train de manger, ou bien vous vous mettez debout et elle vous prend en photo. Si c'est au travail, par exemple, vous pouvez demander à une collègue que vous connaissez bien et avec laquelle vous avez créé un climat de confiance, une relation de confiance, vous lui demandez de prendre la photo. Peu importe où, mais il faut que ce soit dans la vie de tous les jours. Il faut que ce soit naturel en fait. Parce que vous voulez attirer le bon homme, l'homme qui est fait pour vous, qui vous correspond. Donc ça ne sert à rien de créer une image surfaite, superficielle, parce que vous allez attirer le mauvais œil. Vous allez attirer les mauvaises personnes, puisqu'ils vont imaginer que vous êtes une personne sulfureuse, ils vont s'imaginer quelque chose que vous n'êtes pas, et dès que vous allez rencontrer cette personne en vrai, ou dès qu'elle va discuter avec vous, elle va se rendre compte que en fait, tout n'était que du vent, c'était un château de cartes, donc elle sera déçue. Et sachez que le plus important, surtout sur un site, ce qui compte, c'est la confiance. Et oui, parce que vous savez déjà que aujourd'hui, surtout avec internet, c'est un peu compliqué. Même vous, pour m'avoir trouvé, j'imagine que c'était un peu compliqué avant de cliquer. Vous allez dire, mais qui est cette femme? Est-ce qu'elle va m'arnaquer? Est-ce que ceci? Est-ce que ceci? C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, et c'est la même chose sur un site de rencontre, puisque ce n'est pas physique, on ne vous voit pas physiquement. On voit à travers un écran, sachant qu'il y a beaucoup de faux profils, etc. Les hommes se méfient, même les femmes, même vous, tout le monde se méfie. Donc vous devez montrer qu'on peut vous faire confiance. Et ça commence par la photo de profil. Imaginez que la confiance, elle est au niveau nul, personne ne se connaît encore sur le site, donc c'est au niveau 0. Maintenant, à partir du moment où vous créez le site, ça commence. C'est-à-dire que les points débutent. Soit vous allez créer de la confiance, donc la confiance va augmenter, ou soit vous allez créer de la méfiance, elle va baisser. Et nous, on ne veut pas que la courbe baisse, on veut que la courbe augmente. On veut instaurer un climat de confiance pour pouvoir ensuite créer une connexion émotionnelle avec lui et pouvoir ensuite bâtir. On veut bâtir une relation sur des fondations saines, pas malsaines. Donc une fois que vous avez créé ces 2 photos de profil, il faut passer à la description. Et dans la description, mesdames, dites simplement la vérité, ce que vous recherchez. Que vous recherchez une relation, vous voulez construire quelque chose de solide. Parce que pour la plupart, vous voulez attirer tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas fait pour vous, et que dans tout le monde, il y a beaucoup d'hommes malheureusement qui recherchent uniquement des relations d'un soir, qui veulent simplement s'amuser, des hommes mariés, des hommes ceci, cela, etc. Donc envoyez directement le message, je cherche une relation, je cherche à construire quelque chose de solide. Comme ça, les personnes qui vont regarder votre profil, elles vont se dire, ah mais je veux la même chose qu'elle, donc je vais engager une conversation avec elle, donc je vais matcher avec son profil. Vous voyez, même si vous aurez moins de demandes, moins de vues, moins de likes, mais au moins le peu de vues, le peu de likes, le peu de personnes qui vont engager avec vous, ce seront les bonnes personnes. Et ça, c'est le plus important. Vous ne voulez pas gâcher votre énergie à vous discuter avec des personnes qui finalement ne vous conviennent pas. Et ça va vous embêter vous-même, vous allez vous faire du mal, parce que c'est émotionnellement drainant d'engager une conversation tout le temps avec une nouvelle personne. Prendre le temps de connaître quelqu'un, c'est drainant, c'est émotionnellement épuisant. Et vous allez lui faire du mal aussi, parce que lui aussi, il va perdre son temps. Tout le monde va perdre son temps et tout le monde sera déçu de cette rencontre. Donc ça ne sert strictement à rien. Protégez-vous et protégez les hommes qui sont aussi sur les sites et qui essayent de trouver la personne qu'elles souhaitent. Ensuite, par rapport à la description secondaire, là vous pouvez aller plus loin, mais ne dites pas j'aime la pizza, j'aime le cinéma.
tout le monde aime la pizza, tout le monde aime le cinéma. Donc allez beaucoup plus en profondeur, expliquez ce que vous aimez faire, expliquez que j'aime voyager de temps en temps, j'aime ceci, allez un peu plus en profondeur sans raconter toute votre vie. Donc ça doit faire plutôt 2 lignes maximum, et c'est ensuite en conversant que cet homme va apprendre à vous connaître un peu plus en profondeur. Ensuite, pour la 3e étape, les conversations. Ça, c'est assez simple, vous savez déjà comment faire. Soit l'homme vient vers vous et il vous pose des questions, il rebondit sur votre profil, d'où l'importance de créer un profil quand même assez conséquent, enfin avec 2-3 lignes, pour qu'il puisse avoir quelque chose à vous dire. Parce qu'il ne va pas vous dire « Hello, ça va? Bonjour, comment tu vas ?» C'est un peu redondant et c'est un petit peu chiant de le refaire à chaque fois. Donc, faites un profil quand même descriptif, et ensuite il va revenir vers vous, et là vous pourrez engager la conversation. Vous rebondissez également sur son profil à lui, à sa description. Qu'est-ce qu'il a dit, ou bien s'il était à la forêt, est-ce que tu aimes aller à la forêt, etc. Ça va vous permettre de créer une conversation. Et je sais que pour certaines femmes, vous voulez uniquement que les hommes viennent vers vous, ce que je comprends, mais il y en a d'autres qui s'en fichent, qui peuvent aller à l'encontre, qui peuvent engager des conversations, lancer la première conversation à un homme. Donc tout est possible. Si ça ne vous dérange pas, si vous voulez aller voir un homme, engager une conversation, c'est possible. Par contre, vérifiez bien le profil, la description. Si dans la description il y a un profil « j'aime aller en boîte de nuit, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime, je marche au feeling », etc. Vous sentez qu'en fait, il recherche uniquement une relation instable, une relation d'un soir, ça ne sert strictement à rien. Il ne faut pas vous épuiser, il ne faut pas que vous soyez frustré des sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est fait pour faire des rencontres, c'est pas censé vous frustrer. Donc la conclusion, c'est que pour ne pas être utilisé par les sites de rencontres, il faut absolument être intentionnel. Il faut savoir ce que vous faites dessus. Et pour savoir ce que vous faites dessus, c'est la première phase qui entre en jeu, qui est cruciale, c'est savoir qui vous êtes. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous ne pouvez plus perdre votre temps, vous savez ce que vous voulez. Et donc, vous allez venir avec une intention claire. Et donc, dans cette optique-là, c'est vous qui allez utiliser le site. Parce que je sais que moi aussi, à l'époque, je me laissais utiliser, j'étais consommée par le site. Vous étiez et vous vous sentez comme des produits de consommation. Pour éviter ça, vous devez savoir ce que vous recherchez et y aller de manière intentionnelle. Et lorsque vous allez converser avec les hommes, il faut comprendre quelles sont leurs intentions. Donc vous devez absolument comprendre les intentions. S'ils ont de bonnes intentions, même s'il y a des choses qui ne vont pas, vous ne comprenez pas certaines, ils sont maladroits, il y a certaines choses qui ne vont pas, si ils ont de bonnes intentions et si vous savez déjà qu'ils sont prêts à s'investir, qu'ils sont là pour construire une relation, c'est tout ce qu'ils vous plaisent, ce sont des hommes qui vous plaisent physiquement, comme on a vu tout à l'heure, ils correspondent à vos critères, vous êtes capable, vous serez fier de sortir avec lui dans la journée, j'ai envie de dire pas que la nuit, vous serez fier de sortir, de marcher main dans la main avec lui, c'est un homme qui vous rend fier, que vous pourrez présenter à votre famille, vos parents, vos amis. Dans ce cas-là, il répond aux critères. D'accord? Donc même s'il est maladroit, après on va voir dans la prochaine étape que c'est possible de déconstruire de surmonter ces blocages émotionnels. Phase 3, le langage émotionnel. Donc comme on a vu d'abord, en premier, vous avez déjà appris à gérer vos émotions, donc maintenant vous êtes un havre de paix. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, vous avez défini l'homme qui vous correspond. Vous êtes parti sur le site de rencontre, vous avez créé votre profil et vous avez trouvé la personne qui vous correspondait. Donc, elle a de bonnes intentions. C'est un homme qui vous plaît physiquement, qui a tous les critères pour vous plaire. Et c'est un homme également qui veut construire avec vous, qui est prêt à s'investir, puisque on ne force pas un homme à s'investir, il faut que ce soit de sa volonté. Vous ne pouvez pas, c'est son choix. Et donc vous devez uniquement viser ces hommes-là, ces hommes qui sont prêts à s'investir. Donc tout est réuni, vous commencez à converser avec lui, tout se passe bien, et tout d'un coup, quelque chose de bizarre se passe. Vous avez l'impression qu'il y a un rapport de force qui s'est créé, et qu'il y a un jeu de pouvoir qui s'est installé, qu'il est en train de jouer avec vous, vous ne savez pas d'où ça sort, vous ressentez une relation toxique et vous ne savez pas quoi faire, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Deux solutions, soit vous laissez tomber, vous le ghostez, vous bloquez et vous passez au suivant, ou soit vous utilisez le langage émotionnel pour désamorcer ce comportement. Et moi, je vous invite à opter plutôt pour la deuxième solution, puisque la première ne vous mènera absolument nulle part. Pourquoi? Parce que sur les sites de rencontres,
il y a tellement de personnes, il y a tellement, surtout les hommes, ils ont rencontré tellement de femmes, les femmes ont le choix, donc sont en situation de pouvoir et certaines ne l'utilisent pas à bon escient. Donc ils ont souvent fait face à des situations où ils étaient manipulés, ils ont senti qu'il y avait des jeux bizarres de pouvoir, pas forcément l'homme avec qui vous allez discuter, mais tout le monde en général, même vous en tant que femme, vous avez fait face à ces situations-là dans d'autres relations. Donc tout le monde fait face à ça parce que on est derrière un écran, on ne se connaît pas et on essaye de se protéger à tout prix. Donc le moins de petits emojis placés au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut déclencher un sentiment d'injustice. On a l'impression qu'on est en train de se faire manipuler, il a peut-être l'impression de se faire manipuler et donc il réagit, c'est un instinct de survie, il réagit, il essaye de se protéger finalement, c'est un mécanisme de défense, il essaye de résister. Ça arrive souvent, c'est souvent lié à un biais de confirmation, donc la fille avec qui il avait discuté avant vous, peut-être lui a fait le coup de le ghoster. Et maintenant, une fois qu'il est face à vous, la moindre petite mouche peut déclencher ces mécanismes de défense. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, si vous passez au suivant, ça va se reproduire avec le suivant. Vous allez repartir au suivant, vous allez bloquer, vous allez dire au suivant. Suivant, ça va se passer de la même façon. Et encore au suivant, et encore au suivant. Donc, vous allez faire suivant jusqu'à quand ? C'est pas possible. Vous pouvez pas, à un moment donné, il faut s'arrêter et se concentrer sur vous et savoir régler le problème plutôt que éviter, fermer les yeux et éviter. Si ça se passe comme ça, de toute façon, dans un couple, dans une relation, il va y avoir des moments où ça va revenir, il y aura quelques jeux de pouvoir et vous devez être en mesure de les régler. Même pendant un conflit, vous devez être en mesure de régler ce conflit. Et pour ça, il faut maîtriser le langage émotionnel. C'est ça qui vous permettra de désamorcer les conflits, les comportements toxiques, les malentendus. Pour comprendre comment fonctionne le langage émotionnel, je vais vous présenter une situation assez simple, vraiment un cas extrêmement simple auquel beaucoup de femmes sont confrontées sur les sites de rencontres. Donc vous parlez avec un homme, au début il répondait rapidement, donc au bout de quelques minutes, quelques secondes, et tout d'un coup vous voyez que les échanges sont beaucoup plus longs, il prend plusieurs heures. Vous dites bien que c'est bizarre parce qu'au début, la première semaine, il répondait vraiment rapidement. Et là vous vous dites, il s'est passé un truc. Entre la semaine d'après et cette semaine, il y a eu quelque chose, c'est pas possible. Il ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça. Donc, le langage émotionnel, pour désamorcer ce comportement, va se passer en 5 étapes. Premièrement, vous devez clarifier et reformuler le problème pour être sûr que vous comprenez la situation. Donc, vous allez dire, j'ai remarqué que tu prends du temps à répondre à mes messages depuis quelque temps. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé ou est-ce que c'est autre chose ? Ça, c'est très important de faire ça. Pourquoi ? Déjà, pour être sûr que vous comprenez et qu'il comprend la situation et surtout pour remettre la lumière sur lui, pour savoir quelles sont ses émotions, sur ses ressentis. Puisque comme j'ai dit au début, vous devez savoir maîtriser vos émotions pour être beaucoup plus ouvert, propice à créer un environnement propice à la confiance autour de vous. Donc là, au lieu de vous exciter, au lieu de réagir comme j'ai dit, être réactif et non pas proactif, là vous allez être beaucoup plus proactif puisque vous savez gérer vos émotions et vous allez mettre la lumière sur lui, vous allez lui demander ce qu'il ressent. Au lieu d'être dans le moi, ceci, moi je ressens ci, moi. Non, en fait, là vous allez vous intéresser à lui et c'est ça qui est puissant. Parce qu'une personne, on veut tous que quelqu'un s'intéresse à nous, à nos émotions, à ce qu'on ressent, sachant que vous ne pouvez pas avoir des conclusions hâtives, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Peut-être qu'il y a un proche qui est malade, peut-être qu'il a un problème, il a du stress au travail, il peut se passer 1 milliard de choses. Et vous voulez être sûr de comprendre et de ne pas, au lieu d'amplifier le problème, au lieu de créer un effet boule de neige où vous allez vous énerver et lui encore, il va encore être encore plus sur la défensive et donc ça va s'enchaîner, ça va aller en escalade jusqu'à créer une explosion. Vous voulez désamorcer en fait le problème. Vous ne voulez pas l'amplifier. Donc ça c'est très important. Et dans la seconde étape, vous allez pouvoir exprimer vos propres émotions. Vous avez vu comment ça fonctionne. D'abord, vous demandez ce qu'il ressent, vous vous intéressez à la personne en face de vous, et ensuite, vous dites ce que vous-même vous ressentez. Donc vous dites simplement, là, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas et ça me préoccupe. Peux-tu m'en dire plus ?
Voilà, vous lui dites simplement la vérité, soyez authentique. Ça va vous montrer que vous pouvez être vulnérable et surtout que vous êtes un être humain. En fait, c'est tout à fait normal et ça va instaurer un climat de confiance parce qu'il va comprendre qu'en fait, elle me dit la vérité, elle me dit ce qu'elle ressent, elle n'est pas là pour jouer. Il va comprendre immédiatement que en fait, vous n'êtes pas là pour jouer, ce qui était peut-être le cas dans d'autres relations, dans d'autres conversations. Donc là, ça va être vraiment quelque chose, vous allez être totalement unique. La troisième étape va être de demander des clarifications pour pouvoir comprendre quel est le problème. Donc vous allez lui dire, peux-tu m'en dire plus sur ce qui se passe actuellement? Et c'est très important le peux-tu. Parce qu'il faut demander l'autorisation avant de demander ce qui se passe. Donc demandez l'autorisation de poser cette question. Et ensuite vous lui dites, est-ce que c'est peut-être ce qui se passe dans ta vie ou est-ce que c'est par rapport à nous? Ça lui laisse la porte ouverte pour répondre. Vous ne voulez pas pointer du doigt quelque chose. C'est à cause de nous, c'est à cause de ci, c'est à cause de toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas lui mettre la pression pour lui soutirer des informations. Vous voulez lui laisser l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent, dire ce qu'il a envie de dire finalement. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont pudiques, qui ne veulent pas révéler certaines choses, ce qui est compréhensible. Si c'est un peu plus délicat, il veut garder son intimité. Et vous aussi, je pense que ça doit être la même chose de votre côté. Il y a certaines choses, dans certaines situations, où vous vous sentez un peu plus vulnérable, où vous n'avez pas forcément envie de partager certaines choses. Et il faut être à l'aise avec ça et être compréhensible avec ça. En étape numéro 2, vous allez proposer une solution, mais une solution un peu plus immédiate. Si on n'était pas sur un site de rencontre, si c'était une relation beaucoup plus longue, là, je vous aurais proposé autre chose, mais étant donné que c'est le début, on ne va pas perdre du temps sur les sites de rencontre, donc il faut que ça aille un peu plus vite, mesdames. Donc je vais vous dire de proposer une solution plus rapide. Par exemple, vous allez dire, mais je trouve que je comprends, vous allez déjà lui dire que vous comprenez la situation dans laquelle il est, vous comprenez que actuellement peut-être que ce n'est pas facile, mais que pour vous, vous dites pour moi, la communication est très importante. Est-ce que ce serait possible de faire un appel vidéo pour qu'on puisse comprendre nos intentions, nos intentions réelles l'un envers l'autre pour en savoir plus. Parce qu'effectivement, en vidéo, c'est beaucoup plus facile de comprendre l'intention, de voir l'intention d'une personne, parce qu'on voit ses expressions, ses émotions. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas par message, parce qu'un message, on peut l'envoyer assez facilement et il n'y a pas tout. Alors que lorsqu'on voit une personne, qu'on la voit parler, qu'on l'entend parler, il y a la communication de toute façon non verbale est beaucoup plus importante que la communication verbale. Donc ça vous en dira beaucoup plus. Et ensuite, dans un cinquième temps, vous allez lui demander, vous allez l'inviter à la discussion. Donc vous allez lui dire, est-ce que tu as d'autres suggestions? Est-ce que tu as d'autres idées pour pouvoir démêler tout ça, pour pouvoir mieux communiquer? Et ça va lui dire, ça va envoyer le message que c'est pas vous prenez pas l'initiative, vous voulez pas être un tyran, mais vous voulez simplement guider. Et le fait que vous proposiez d'abord vous en premier une solution, c'est juste pour lui proposer, pour qu'il puisse réfléchir à d'autres idées après. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'abord, vous proposez une solution et ensuite, en vous écoutant, il va peut-être avoir d'autres idées. Or, si vous lui demandez immédiatement, peut-être que ces idées ne seraient pas venues, ça n'aurait pas débloqué certaines perspectives. Donc ça c'est très important pour qu'ils se sentent écoutés. Vous ne devez pas prendre une décision unilatérale, il faut vraiment que ce soit un partage, il faut que ce soit une équipe. Et ça c'est les bases d'une relation solide et saine. La phase 4, créer une connexion profonde et unique avec votre partenaire grâce à l'admiration, en cultivant l'admiration et le respect dans le couple. Pourquoi l'admiration est ultra importante? Parce que lorsque votre partenaire vous admire et que vous admirez votre partenaire, vous pouvez faire face à plusieurs situations, au conflit, à tout, puisque si il vous admire et si vous l'admirez, vous allez prendre en compte son avis et lui aussi, inversement, il va prendre en compte vos avis, il va prendre en compte vos préoccupations. Donc lors d'une discussion, au lieu de lui forcer
avoir votre vision de la vie, c'est lui-même qui va chercher à vous comprendre parce qu'il vous admire. Donc, peu importe ce que vous allez lui dire, il va le prendre en considération et c'est comme ça que vous allez pouvoir tous les deux former une solution, co-créer une solution qui sera bénéfique à la fois pour lui et à la fois pour vous. Mais si votre partenaire ne vous admire pas, ce n'est pas possible, il ne pourra pas prendre en compte votre avis. Donc les conflits vont se finir très mal. Vous serez toujours frustré puisqu'il y aura un gagnant et un perdant au lieu d'avoir deux gagnants à la fois. Puisque l'admiration permet le respect, c'est ça qui va permettre le respect, et le respect est une nourriture, si vous voulez, pour l'admiration. Donc c'est comme un cercle vicieux. Si vous instaurez un climat d'admiration, il y aura un climat de respect mutuel qui va s'instaurer tout seul. Et ensuite, ce climat de respect va nourrir de nouveau l'admiration. Par contre, s'il y a une fuite dans ce cercle, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à construire, à cultiver l'admiration dans votre couple, ce ne sera pas possible, il y aura une fuite, il ne pourra pas vous respecter. Et quand je parle d'admiration, c'est pas forcément apprendre un nouvel instrument, savoir chanter comme Beyoncé. Non, c'est des choses simples, c'est des choses que vous pouvez faire dès maintenant. Peut-être vous entretenir, aller à la salle de sport, bien apprendre à mieux l'écouter, apprendre certaines qualités humaines en fait que vous n'avez pas. Mais normalement, si vous développez toutes les compétences dont j'ai parlé dans cette masterclass, ça devrait être bon. Mais il y a certaines zones d'ombre peut-être que vous pouvez améliorer puisque on devient toujours meilleur, on s'améliore toujours jusqu'à la fin de notre vie. Pour cultiver cette admiration, il y a 3 points importants à prendre en compte. Le premier, c'est la constance. Donc si vous envisagez de changer certaines choses, de travailler sur certaines choses en vous, il faut que ce soit une habitude, que ça devienne une habitude sur le long terme. Il faut continuer sur la durée. Il ne faut pas viser le court terme. Donc il faut que ça devienne un nouveau lifestyle. Il faut que ça fasse partie de qui vous êtes. Parce que sinon, il ne pourra pas vous prendre au sérieux si vous abandonnez au bout de 2-3 jours. Et autre chose, il ne faut pas dire que vous voulez changer, il ne faut pas s'exprimer de manière orale. Il faut qu'il le voie de manière visuelle. Il faut qu'il voie vos changements et qu'il ressente que vous avez réellement changé. Si vous lui dites, c'est comme si vous essayez de forcer le changement. Regarde ce que je fais, regarde. Vous n'êtes pas censé pointer du doigt ce que vous faites et lui dire, regarde-moi, je fais ci, je fais ça, admire-moi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui se ressent. C'est pas quelque chose qui se dit ou qui peut s'imposer. Ensuite, le deuxième point, c'est accepter ses émotions. Que ce soit ses émotions positives, mais aussi, surtout, ses émotions négatives. Les émotions positives, à la limite, étant donné que c'est positif, ça ne pose pas réellement de problème. C'est plus les émotions négatives de quelqu'un d'autre qu'on a du mal à gérer. D'où l'importance de savoir déjà gérer ses propres émotions. Donc la phase 1 est cruciale, je le répète encore, puisque c'est dans cette phase-là que vous changez vos interprétations pour changer vos émotions, vos schémas de pensée, et que vous apprenez à savoir qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne serez pas à l'aise avec un autre homme et qui a des émotions négatives. Le troisième point, ça va être d'accepter l'imperfection. C'est-à-dire que parfois, il va se passer, vous allez peut-être lui poser des questions, lui demander certaines explications, mais il ne voudra pas vous répondre. Il voudra garder ça pour lui-même. Il va préférer garder sa vulnérabilité pour lui-même. Il a aussi, il est plutôt pudique, il y a la pudeur aussi qu'il faut prendre en compte, et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'un homme ne veut pas qu'un homme ne veuille pas tout vous dire. Il y a certaines choses qu'il préfère garder en privé. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certaines femmes qui veulent toujours savoir tout sur tout ce qui se passe dans sa tête, à quoi il pense, à quoi ceci. Il faut être à l'aise avec le fait que vous ne pourrez pas savoir tout ce qui se passe dans sa tête et toutes ses préoccupations. C'est grâce à ça que vous permettez de nourrir l'admiration dans le couple. La 5e phase pour construire une relation épanouissante, la passion pérenne, la passion durable. C'est super important parce que c'est ça qui permet d'éviter, si vous savez entretenir la passion, ça va vous éviter de sombrer dans la routine, de s'ennuyer dans le couple, de se sentir lassé, d'avoir l'impression que vous n'êtes même plus compatible et d'aller regarder à gauche, ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. C'est après que la passion soit finie que c'est là qu'il y a beaucoup aussi d'infidélité, qu'on commence à regarder à gauche, à droite parce que on n'a pas su comment
comment raviver le feu dans son propre foyer. On n'a pas su comment arroser les feuilles, comment entretenir notre propre jardin, donc on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est ça le problème pour la majorité des gens, c'est qu'au bout de 2 ans, soit la passion s'éteint et ils n'arrivent pas à la raviver, soit elle sombre petit à petit, ils n'arrivent pas à la conserver en fait. Le problème, c'est que on a l'impression, et ça c'est dû aussi au paradigme dans lequel on a grandi, je pense que vous aussi, d'où l'importance de la première phase, de changer ses paradigmes, de changer ses interprétations, puisque pour la plupart on a grandi avec l'idée que tout devait être fluide, que la passion c'est comme ça tombe du ciel, c'est le hasard, c'est le destin, c'est parce que c'est mon âme sœur, et que dès que ça se termine, c'est parce que c'est le destin, ça doit se terminer, et qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre en réalité, etc. Alors que non, il y a des compétences pour entretenir cette passion, puisque durant ces 2 ans, vous avez produit certaines actions qui ont entretenu cette passion, c'est à cause de certaines actions. Donc il suffit de reproduire ces actions pour faire continuer la passion. Or, comme la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils ont fait, en réalité, ils ont fait des choses, mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas prêté attention, c'était pas intentionnel. Ils n'arrivent pas à reproduire ce qui était déjà fait auparavant. Et c'est ça qu'on va voir dans cette partie-là. Je vais vous montrer comment devenir une alchimiste. Une alchimiste, c'est quoi? C'est une personne qui fait des expérimentations au lieu d'avoir des attentes. Donc, au lieu d'avoir plein d'attentes sur ci, sur ça dans le couple, il faut que vous expérimentiez, que vous comprenez ce que vous faites. Donc un alchimiste, il sait ce qu'il fait, il sait ce que ça donne, il prend des notes, ensuite il fait un autre test, etc. jusqu'à ce que ça donne la bonne formule. Et c'est absolument ce que vous devez faire en développant 3 compétences. Donc la première, c'est qu'il faut développer votre pleine conscience, il faut être dans l'instant présent, le moment présent. Ensuite, il faut également être flexible, adaptable, vous habituer à certaines situations pour être à l'aise dans n'importe quelle situation et pouvoir apprécier n'importe quelle situation et profiter finalement de la vie. Vous devez développer votre identité. Et la troisième, c'est développer votre confiance en votre capacité à régler les problèmes, votre confiance à trouver des solutions. La pleine conscience, en fait, c'est votre capacité à rester dans le moment présent, et ça, c'est super important pour profiter des instants présents. Au lieu d'anticiper l'avenir, au lieu d'envisager que ce sera quand il va se passer ça, quand on aura des enfants, que je serai heureuse, quand on va se marier, quand il va me demander en mariage, quand on va se fiancer, quand il va me présenter à ses parents, je serai heureuse, quand ceci, quand cela. Parce que quand vous faites ça, vous mettez trop de pression, en fait, à votre relation. Et trop de pression nuit à la relation quand il y a trop d'attentes comme ça. Je ne sais pas si vous savez, vous êtes déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, toujours en train de chercher le moment, l'instant qui va me permettre d'être enfin heureuse. Je prends un exemple simple pour mes locks. Moi, j'ai commencé mes locks il y a 7 ans, et quand j'ai commencé, je trouvais ça extrêmement laid parce que ça ressemblait à rien en fait sur ma tête, et il fallait plusieurs mois avant que ça se forme réellement et que ça pousse. Et comme c'était court et que ça ressemblait à rien, je me sentais mal à l'aise. Enfin, je pourrais être heureuse, je pourrais me trouver belle, je pourrais ceci, je pourrais cela, je pourrais ceci. Là, ça fait 7 ans. Mais est-ce que j'ai attendu 4 ans pour être heureuse? Non, parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans même, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais déjà heureuse, je ne calculais même plus la longueur de mes locks, je faisais juste mes coupes que j'avais à faire, des fois je changeais, des fois je mettais des rajouts, des fois j'enlevais, et en fait je ne prêtais même plus attention. Donc parfois on a l'impression que c'est cet instant présent, c'est ce résultat-là qui va nous rendre heureux, mais en fait on peut l'être dès maintenant, et ça marche pour tout. Quand j'aurai un diplôme, je serai heureuse, quand j'aurai un travail, ceci, quand j'aurai une maison, quand j'aurai mon permis de conduire, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, quand j'irai à Hawaï, là c'est bon, ma vie sera refaite, etc. Alors que non, vous pouvez être heureux maintenant, ici et maintenant, vous pouvez choisir d'être heureux. C'est un choix en fait, le bonheur. On a trop d'attentes et du coup on s'imagine beaucoup de choses. On a l'impression que le bonheur est inaccessible. Il faut revenir à l'instant présent, profiter, lâcher prise sur le futur, donc ne plus avoir trop d'attentes sur le futur. On peut avoir des objectifs, ça c'est bien, mais il faut quand même rester ancré dans le moment présent et profiter du voyage, c'est ça le plus important. Et il faut prendre conscience des petits moments, peut-être marcher
voir le vent sur sa peau, sentir le vent sur sa peau, être juste heureuse d'être en vie, d'être là, même dans votre couple, quand votre homme vous tient la main, votre partenaire vous tient la main, être heureuse, même vous envoie un petit message, des petites actions. Et ça, c'est le meilleur pour être heureux, parce que les petites actions, on peut les faire tous les jours. Alors que quand vous avez trop de gros objectifs, grands objectifs, ça prend du temps, c'est pas possible maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez malheureuse. Imaginons qu'il vous demande en mariage dans 2 ans. C'est-à-dire que vous serez malheureuse pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il vous demande en mariage. Ça n'a aucun sens. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est la paix. Et être heureuse, avoir la paix, la sérénité, que ce soit dans un couple ou hors d'un couple, mais surtout, vous devez être heureuse et le bonheur, vous devez le choisir maintenant. Après, il y a quelques exercices. Il y a un exercice assez simple. Par exemple, quand vous vous levez le matin, pendant 5 minutes, vous observez autour de vous et vous décrivez ce que vous voyez. Vous prenez le temps de décrire ce que vous voyez et ensuite, vous prenez le temps de décrire les émotions que vous ressentez. Surtout avec l'odorat, par exemple, l'odorat ou le toucher, ça c'est très important, c'est ça qui fait la différence. Donc, par exemple, vous touchez votre tasse de thé bien chaude, vous la touchez, vous décrivez ce que vous ressentez à cet instant présent, ça va vous permettre de vous forcer à revenir à maintenant. Ou bien vous voyez le soleil dehors, vous le décrivez, vous mettez votre tête dehors, vous sentez et vous décrivez ce que vous ressentez sur votre peau. Le soir, vous pourrez refaire cet exercice tout simplement en vous massant. Et vous décrivez ce que vous ressentez en vous massant. Vous avez l'impression d'être beaucoup plus décontracté, que ce soit les épaules, la tête, vous pouvez faire avec les pieds, juste pour vous sentir que vous êtes en vie et vous sentir bien maintenant, pour comprendre que le bonheur, en fait, il est maintenant entre vos mains et vous n'avez rien à attendre, il n'y a rien à entendre. Et c'est que comme ça que vous pourrez garder quand même la passion dans votre couple. Puisque la passion, vous pouvez l'avoir maintenant au lieu d'envisager, c'est quand on ira au restaurant, quand on ira en vacances ensemble, quand on ira ceci. Parce qu'il y a beaucoup trop d'attentes, vous mettez trop de limites, de barrières entre vous et votre bonheur. Et pour les réduire, il faut enlever toutes ces attentes-là. La flexibilité pour conserver la passion pérenne dans un couple. Ce qui est très important parce qu'au fil des années, vous avez l'impression de vous ennuyer, que c'est la routine. Par exemple, vous êtes parti voir le même film, vous voyez le même type de film ensemble tout le temps, vous allez aux mêmes endroits, au même restaurant, vous parlez toujours des mêmes sujets. Donc vous avez l'impression de tourner en rond. Et que finalement votre relation n'avance pas, au lieu d'évoluer, vous stagnez. Et la stagnation, c'est la régression. Imaginez que vous mangez tous les jours le même plat. À un moment donné, vous allez en avoir marre. Et le problème, c'est que en parallèle, lorsque vous étiez en couple au début, certes, vous vous êtes raccroché uniquement à ces compatibilités, aux choses que vous appréciez tous les deux, donc les mêmes films, les mêmes sujets, les mêmes thématiques, les mêmes restaurants, tout ce que vous voulez, et vous avez mis de côté, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas prêté attention à certaines choses que vous n'avez pas en commun. Mais au fil des années, lorsque la routine s'installe, vous prêtez un peu plus attention à ces choses-là que vous n'aviez pas en commun et elles deviennent de plus en plus importantes parce qu'il n'y a plus, il n'y a que de la routine et que les centres d'intérêt que vous aviez en commun ne sont plus aussi intéressants. Donc vous allez facilement voir les défauts et vous allez vous dire, en fait finalement peut-être qu'on n'est pas compatible. Peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est très important, mesdames, d'être flexible, d'être adaptable, de pouvoir faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, de pouvoir vous renouveler, que ce soit en style vestimentaire, que ce soit en sujet de discussion, vous intéresser à de nouvelles choses, sortir dans de nouveaux endroits, c'est-à-dire peut-être vous intéresser aux choses que votre partenaire aime, mais également à d'autres choses complémentaires de vos amis, d'autres personnes que vous suivez peut-être sur les réseaux, peu importe, mais c'est vraiment de décupler les facettes de votre personnalité au lieu de rester figé. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les personnes pensent que être libre, c'est faire uniquement ce qu'elles ont envie de faire. Je suis libre parce que je fais uniquement ce que moi je veux faire, sinon c'est pas possible. Donc au fil des années, vous vous enfermez en fait dans une sorte de personnage. Et c'était mon cas.
puisqu'on avait l'habitude de me dire que j'étais timide, je parlais pas trop, je me suis dit, je suis comme ça, je suis timide, c'est ma personnalité, c'est mon identité. Être timide, c'est mon identité. Alors que, en fait, non, que nenni. Je peux être ce que je veux. C'est une image que j'ai mise sur moi, c'est une étiquette que je me suis mise, que je me suis collée toute seule, alors que j'ai plusieurs facettes, il y a plusieurs facettes de ma personnalité. Par exemple, là, vous voyez une autre facette, une facette où je m'exprime devant une caméra. Parfois, je suis un peu plus timide dans certaines situations, je suis un peu plus en retrait, mais là, vous voyez que j'aime bien m'exprimer, j'aimerais bien rigoler avec les gens. Donc, il y a plusieurs facettes. Des fois, je suis totalement, on a l'impression même que je suis une personne extravertie. Et parfois, on a l'impression, on me dirait que je suis totalement introvertie. Donc, je peux être tout à la fois et rien à la fois. Et c'est ça que vous devez faire dans votre couple. Vous devez décupler les facettes de votre personnalité, vous intéresser à de nouvelles choses. La liberté, au contraire, ce n'est pas se restreindre à certaines activités, à certaines facettes de sa personnalité, mais c'est le contraire, c'est accepter de faire de nouvelles choses, de s'ouvrir sur de nouvelles horizons. C'est ça être libre, c'est avoir le choix finalement. Je choisis de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses, mais il faut avant tout que ce soit un choix, il faut que ce ne soit pas une nécessité. Or, quand on dit par exemple, je suis timide, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus me mettre sur YouTube, je ne peux plus faire de vidéos, je ne peux plus rien faire. En fait, vous vous enfermez, vous avez l'impression d'être libre. C'est une impression de puissance. Vous vous sentez puissante en vous disant je suis. Vous avez l'impression de reprendre le contrôle sur qui vous êtes. Mais en fait, vous vous restreignez. Or, si vous vous dites j'aime ceci, parfois je suis timide, parfois ceci, parfois, ça dépend des situations, là vous reprenez le contrôle de votre destinée parce que vous êtes capable de tout faire. Moi j'ai décidé que même si parfois je suis timide dans certaines situations, j'ai dit dans cette situation j'ai envie de lancer une activité sur internet, il faut se montrer, je vais décider de me montrer, je vais décider de parler devant une caméra, ça me causera aucun problème, c'est ce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vous partager des choses, j'ai envie de créer une communauté, etc. J'ai envie de faire plein de belles choses sur internet et pour ça il faut m'exprimer. Donc je vais devenir la personne qui m'exprime. En fait vous devez devenir la personne qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et mon objectif, c'était d'être sur Internet. Donc, j'ai fait en sorte de l'être. Je me suis dit, voilà, je vais devenir quelqu'un qui s'exprime devant une caméra, qui n'a aucun souci, qui peut rigoler avec les gens, quelqu'un d'extraverti, en tout cas pour cette activité-là. Et c'est ce que vous devez faire. Et ça va vous permettre aussi de croître en tant que personne, en tant qu'être humain, vous développer et inspirer votre partenaire également à se développer, à vouloir faire de nouvelles choses parce qu'il va vous voir évoluer. Donc il ne va pas rester au même endroit. Si vous voit évoluer et que vous lui montrez la voie, bien évidemment vous allez pouvoir évoluer tous les deux. Et c'est comme ça que vous créez une relation épanouissante où vous êtes tous les deux épanouis. Mais pour ça, il va falloir maîtriser les concepts fondamentaux. Et pour vous expliquer qu'est-ce que sont les concepts fondamentaux, je vais prendre un exemple simple. Imaginons que vous êtes en train de peindre une toile. Vous avez plusieurs pots de peinture. Vous avez les couleurs primaires. Donc les couleurs primaires, le bleu, le rouge, le jaune et d'autres couleurs secondaires. Parce que vous savez comment fonctionne le mélange des couleurs, comment créer une couleur, vous savez comment fonctionnent les couleurs primaires, vous savez comment vous pouvez créer une nouvelle couleur à partir de ces couleurs-là. Donc imaginons que vous voulez créer le violet clair, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre rouge, bleu et vous allez rajouter un petit peu de blanc pour que ce soit plus clair. Est-ce que vous comprenez le concept? Une fois que vous savez les fondamentaux, vous êtes capable de mélanger tout, de trouver une solution à tout. C'est comme en mathématiques, il y a la règle générale, tu as l'équation générale à appliquer et ensuite, peu importe le problème, tu vas appliquer l'équation, tu sais ce que tu dois faire en fait. Donc c'est à peu près le même principe et c'est ça qui va vous aider. En quoi votre confiance en votre capacité à résoudre les problèmes permet de conserver la passion pérenne dans un couple? Ça va vous aider parce que ça va vous permettre de rester sereine, peu importe la situation à laquelle vous faites face. Peu importe, même si c'est un conflit, une situation problématique, peu importe le vent qui va souffler, vous êtes prête pour l'affronter. En fait, vous allez rester sur vos deux pieds, vous serez comme un rocher où vous n'allez pas bouger. Et ça, c'est essentiel parce que au lieu de paniquer, de stresser, vous dire comment je vais faire, etc., vous allez rester sereine et en paix. Et ça, c'est très important. Et il y a plusieurs méthodologies pour développer cette pensée-là, notamment
Thinking in System, pour ceux qui ne connaissent pas, penser en système, en fait, ça vous permet de comprendre les causes profondes d'un problème. Imaginons qu'avec votre partenaire, vous avez des conflits concernant les tâches ménagères. Vous allez chercher la cause profonde au lieu de vous dire c'est parce qu'il veut juste pas perdre son temps à faire le ménage, il veut juste pas perdre son temps à nettoyer la vaisselle, nettoyer je ne sais quoi. Mais en fait, non, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs raisons, il y a des raisons profondes, donc vous allez chercher la raison, vous allez poser les questions plusieurs fois. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Jusqu'à trouver la source même, la racine du problème. Parce que c'est uniquement en résolvant la racine du problème que vous allez pouvoir trouver une solution. Parce que si vous restez sur des réponses superficielles, c'est comme un enfant qui se blesse tout le temps. Il est tout le temps un peu fatigué, il tombe, il se blesse. Vous passez votre temps à nettoyer la plaie, à essayer de mettre des produits, de la bétadine, etc. La cause, c'est pas ça, c'est que l'enfant, il est toujours fatigué. Peut-être il est étourdi parce qu'il est toujours fatigué. Donc il faut régler ça, il faut voir quelle est la source profonde. Peut-être qu'il a une maladie, peut-être qu'il n'est pas bien alimenté, il n'a pas assez de vitamines, il n'a pas assez de ci, il n'a pas assez de ça. Et donc c'est ça la source profonde du problème. C'est que comme ça, que sur le long terme, le problème sera résolu. Mais c'est pas en restant uniquement sur les causes superficielles qui ne feront rien du tout finalement sur le long terme. Il y a également, comme vous connaissez déjà peut-être, l'entreprise Toyota qui produit des voitures, qui a mis en place certaines méthodologies pour éviter le gaspillage et pour optimiser sa production, produire des véhicules de haute qualité, mais aussi en masse. Et donc pour ça, ils ont inventé le Lean Six Sigma. Pour ceux qui connaissent un petit peu en management, Lean Management et aussi le Six Sigma. Donc ça, c'est pour éviter le gaspillage. Ça permet aussi de développer votre capacité à avoir des concepts un peu plus fondamentaux pour pouvoir résoudre les problèmes, à chercher les causes du problème. Donc j'espère que ça aurait été assez clair. Je vous ai parlé des trois compétences très importantes à maîtriser pour pouvoir avoir une relation passionnelle dans votre couple. Pour résumer, pour trouver un homme émotionnellement disponible et bâtir ensemble une relation épanouissante, vous devez passer par les 5 phases que j'ai présentées dans cette masterclass. Donc ces 5 phases vont vous permettre de redéfinir votre identité, redéfinir qui vous êtes, pour devenir en fait la meilleure version de vous-même. Donc vous devez apprendre à gérer vos émotions, savoir quelles sont vos valeurs, vos principes, qui vous êtes, et vous visualisez avec un homme spécifique, savoir qu'est-ce que vous attendez de cet homme, qu'est-ce que vous attendez d'une relation dans 10 ans. Ensuite, vous allez vous inscrire sur un site de rencontre que vous connaissez déjà et vous allez cibler cet homme, créer un profil spécialement pour attirer ce type d'homme et engager une conversation. Puis, il va falloir également développer votre langage émotionnel pour pouvoir désamorcer tous les conflits. Ça va être important non seulement pour éviter les relations toxiques, les comportements toxiques, mais aussi pour régler les conflits des plus complexes aux moins complexes. Ça va vous permettre de tout régler. Et ensuite, au fur et à mesure, il va falloir cultiver l'admiration dans votre couple, mais aussi développer d'autres compétences pour garder la passion. Donc être beaucoup plus flexible, développer votre capacité, votre confiance en vous, en votre capacité à trouver des solutions et développer également votre pleine conscience. Grâce à ça, vous allez pouvoir créer un environnement dans lequel les personnes autour de vous, non pas seulement les personnes, votre partenaire, mais également vos amis, votre sœur, vos enfants, votre père, votre mère, peu importe les personnes dans votre vie, toutes ces personnes vont pouvoir s'améliorer également puisque vous allez créer un environnement propice à leur croissance personnelle. Vous allez les élever. En fait, c'est comme si vous vous élevez tous les deux. Mais pour ça, il faut développer déjà vos propres compétences émotionnelles. Pour toutes celles qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un appel téléphonique avec moi. Je vais répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Il n'y aura pas de vente forcée ou quoi que ce soit. Pas de trucs bizarres ou chelous. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous apporter le plus de réponses claires et pratiques possibles. Et à la fin, je vais vous proposer, est-ce que vous voulez que je vous parle de mon accompagnement, puisque je propose un accompagnement justement pour vous aider à trouver cet homme et devenir la meilleure version de vous-même pour créer une relation épanouissante. Si vous dites oui, je vous présente mon offre. Si c'est non, c'est pas grave, tant pis. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette masterclass jusqu'à la fin.